Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver au sommaire de votre JT. Ce soir, la SNCF fin prête avant le grand jour. Dimanche, 85% des horaires de train vont changer. Illustration en Auvergne dans un instant. Moment symbolique pour la région Auvergne. La première pierre du futur hôtel de région a été posée ce matin à Montferrand. Et puis les footballeurs amateurs de Chamalières espèrent bien créer l'exploit. Ils affrontent les pros de Châteauroux demain soir en Coupe de France. Certains n'hésitent pas à parler d'un véritable Big Bang à la SNCF. Ce dimanche, 85% des horaires de train vont changer partout en France et donc en Auvergne. Cela fait 2 ans que la SNCF se prépare à ce grand chamboulement. Et visiblement, tout est prêt, comme ont pu le constater aujourd'hui à Clermont, Ariane Monfray et Cécile Finot. Regardez-les une dernière fois parce que dimanche soir, la plupart de ces horaires ne seront plus valables. Cet hiver, le changement de service va s'accompagner d'une hausse du trafic de 10% en Auvergne. Une demande express du Conseil régional qui souhaite augmenter l'offre en matière ferroviaire. Nous avons environ 300 trains qui circulent tous les jours. Nous avons entre 100 et 150 cars qui circulent tous les jours. Et pour le client, il faut que ça soit transparent. Donc pour le développement 2012, si nous développons l'offre, nous devons être encore plus performants. Et pour assurer la transition en douceur, une cellule de supervision régionale a été mise sur pied hier. 4 personnes seront présentes tous les jours jusqu'au 13 janvier pour s'assurer que le message est bien passé auprès des usagers. Un dispositif d'information a d'ailleurs été déployé dans la région depuis plusieurs semaines déjà. Je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui prendrait le train à Moulins et qui prend d'habitude son train à 7h43, il est important qu'il sache éventuellement que son train partira à 7h41. Il ne faut pas qu'il découvre le jour même. Donc ça c'est important et c'est important qu'on soit là pour les informer au maximum en amont. Et donc ce dispositif a été mis en place fin septembre et il est encore aujourd'hui activé puisqu'aujourd'hui nous avons encore des personnes dans la gare qui sont en train de renseigner les clients. Dès lundi, une centaine de gilets rouges seront déployés à Clermont et dans toute l'Auvergne pour renseigner les voyageurs. Ce sont eux qui feront ensuite remonter les remarques vers la cellule de supervision afin d'affiner les horaires. Et puis c'est aussi à partir de dimanche que les trains Clermont-Paris reviendront en gare de Bercy. Pour marquer le coup, des élus auvergnats ont prévu de manifester dimanche en fin de matinée sur le parvis de la gare de Lyon à Paris. Claude Malhuret, le maire de Vichy, et Serge Godard, le maire de Clermont, devraient être présents. En bref, le trafic T2C a fini par reprendre aujourd'hui à la mi-journée. Les syndicats se disent satisfaits après avoir reçu un document officiel signé par Serge Godard et dans lequel les élus s'engagent à mettre en place une structure publique pour gérer les transports en commun de l'agglomération clermontoise. La bromadiolone interdite sur plusieurs communes du Puy-de-Dôme. La préfecture a décidé de suspendre l'utilisation de ce pesticide qui a déjà causé la mort de nombreux milans royaux sur le département. La Ligue pour la protection des oiseaux en Auvergne se dit satisfaite, surtout que la région abrite un tiers des milans royaux de France. La LPO espère cependant que toute la zone où vivent ces rapaces sera bien concernée par l'interdiction de la bromadiolone. On a une petite inquiétude concernant la décision du préfet, on ne connaît pas encore le texte officiel, parce qu'en fait on parle de dortoirs de milans royaux et malheureusement il faut aussi que les secteurs sur lesquels les milans royaux viennent chasser en journée soient compris dans l'arrêté, autrement on ne protégera que partiellement finalement ces milans royaux. La Ligue pour la protection des oiseaux ne souhaite pas opposer agriculture et protection de la nature et donc on préférerait trouver d'autres solutions alternatives que celles de l'empoisonnement qui existent, qui ont été testées ailleurs. Il va falloir se mettre autour d'une table pour trouver ces solutions et qu'on puisse trouver les modalités d'application. Et c'est pourquoi on est aussi satisfait que le préfet nous réunisse à nouveau au mois de janvier et on va travailler avec la profession agricole pour trouver les bonnes solutions. Une interview réalisée par Cécile Finot. Il faudra attendre janvier 2014 pour voir le nouvel hôtel de région sortir de terre. Ce matin, les élus ont posé officiellement la première pierre à Montferrand, près du musée d'art Roger Quillot. Les terrassements ont déjà commencé. La construction devrait coûter 85 millions d'euros. Ce bâtiment de 17 000 mètres carrés répondra à toutes les normes environnementales en vigueur. Écoutez l'architecte qui a dessiné le projet au micro de Catherine Lopez.
On a par exemple une grande peau de verre qui enveloppe les façades du bâtiment, en tout cas dans les 3 étages supérieurs, qui va permettre d'économiser de l'énergie. Ça va constituer une espèce de matelas thermique qui va capter la chaleur du soleil l'hiver. Mais cette peau s'ouvrira l'été pour au contraire, quand on n'a pas besoin de chaleur, la laisser s'échapper. Et derrière cette peau, on va voir toute une série de très grands poteaux en bois de Douglas, donc en bois auvergnat, qui viendra qui va venir de tout près. On va éviter les parcours de camions qui viennent d'Europe du Nord pour amener du bois jusqu'à ce chantier. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne réfléchit à sa nouvelle charte d'action pour les 12 ans à venir et les Auvergnats ont leur mot à dire. Ils peuvent donner leur avis dans le cadre d'une enquête publique. Notre invité pour en parler, c'est Roger Garde, le président du parc des volcans d'Auvergne. Voyez son interview que nous avons enregistrée un petit peu plus tôt dans la journée. Roger Garde, bonsoir. Bonsoir. Les Auvergnats ont donc leur mot à dire sur cette nouvelle charte du parc. Mais au juste, rappelez-nous déjà ce qu'est la charte pour un parc naturel régional. La charte est un véritable projet de territoire qui est valable pour 12 ans. Et donc pour l'établir, eh bien, depuis 4 ans, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour essayer de faire le bilan de la charte précédente, de voir comment le territoire a évolué et voir comment on peut se projeter dans les 12 prochaines années. Alors donc sur cette charte 2012-2024, je le disais, les Auvergnats peuvent se prononcer. Comment peuvent-ils le faire et où ? Alors il y a effectivement une phase obligatoire qui est ce qu'on appelle l'enquête publique. Jusqu'au 12 janvier, tous ceux qui sont intéressés par cette charte-là peuvent se rendre dans 14 lieux du territoire et essayer de lire, de faire des remarques et de rencontrer éventuellement les commissaires enquêteurs. Donc soit ils s'adressent directement au Conseil régional d'Auvergne, qui est à l'initiative évidemment d'un parc naturel régional à Chamalières, soit au siège du parc des volcans à Montlosier, soit dans un certain nombre de villes, aussi bien dans le Cantal que dans le Puy-de-Dôme, puisque le parc des volcans concerne ces 2 départements. Voilà, et j'ajoute qu'il existe également un site internet sur lequel on peut consulter notamment cette charte. C'est le www.desvolcansetdeshommes.fr. La nouvelle charte du parc naturel des volcans d'Auvergne tourne autour de 3 orientations. Est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Oui, il faut effectivement structurer l'ensemble de ces réflexions. Et ce qui a guidé notre action, c'est de mettre l'homme au cœur de nos préoccupations. Souvent, quand on pense parc naturel, on pense d'abord environnement. Mais cet environnement-là n'existe que par et pour les hommes. Donc on va remettre l'homme au centre de cette action-là. Et en même temps, deuxième axe, on va essayer de penser global avec l'ensemble des acteurs et des institutions du territoire. Mais penser global, ça ne suffit pas. Il faut aussi agir local, et c'est le 3e volet. Et on a réussi à repérer une dizaine de secteurs majeurs sur lesquels nous devons intervenir pour parvenir à un mieux-être pour l'ensemble des habitants de ce territoire d'exception. Alors parmi les objectifs concrets, quand on lit un petit peu cette charte, vous voulez, je cite, susciter l'envie des habitants d'agir dans le sens du développement durable. Est-ce que ça veut dire que vous cherchez à ce que tous les habitants qui sont sur le parc deviennent écolos ? Alors, écolo, c'est peut-être un petit peu simpliste et caricatural, mais que tous les habitants du territoire prennent conscience que notre monde a évolué et que nous devons avoir aujourd'hui un développement qui soit différent de celui d'hier, sans aucun doute. Le concept de développement durable, dont tout le monde parle aujourd'hui, il a quand même été inventé par le réseau des parcs il y a plus de 40 ans maintenant. Et donc, essayer de prévoir un développement en harmonie avec notre territoire, c'est ça l'axe majeur de toutes les chartes des 46 parcs naturels régionaux de France. Alors vous parlez également d'adapter les logements à partir des centres-bourgs. Ça veut dire que vous allez proscrire les constructions de nouveaux logements, les lotissements par exemple ? Pas du tout. Une charte n'a pas pour but de prescrire ou de proscrire. Elle a pour but de sensibiliser un certain nombre d'orientations. Et parmi ces 10 orientations majeures que j'évoquais, il y en a une qui concerne l'urbanisme. Et ça doit être en relation étroite avec d'autres documents très importants, et en particulier ceux du Grenelle.
On a aujourd'hui, en France comme dans les autres pays d'Europe d'ailleurs, une réflexion très importante sur l'urbanisation parce qu'on se rend compte qu'on consomme trop d'espace. Donc il faut réhabiliter les centres-bourgs et il faut avoir un développement urbanistique qui soit en accord, en harmonie avec ces centres-bourgs et qui consomme le moins d'espace possible dans un certain nombre d'éléments majeurs de notre territoire qu'il faut évidemment valoriser et protéger. Très bien, Roger Garde, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le JT de Clermont Première. Et on passe à l'actualité sportive du week-end. Dimanche après-midi, le stade Marcel Michelin sera plein à craquer pour la rencontre ASM Leicester. Un match comptant pour la 3e journée de H-Cup. Les Clermontois se méfient de l'équipe britannique qui viendra défendre crânement ses chances en Auvergne. Martial Delecluse. Privé de demi-finale par le Leinster le 9 avril 2010 à l'issue d'un match incroyable, l'ASM Clermont-Auvergne rêve cette fois d'atteindre les sommets européens, même si les hommes de Verne-Cotter se sont compliqué la tâche lors de la première journée. On a déjà passé à côté de la victoire en Ulster et on ne peut pas se permettre de perdre à la maison de toute façon. Donc voilà, gagner en essayant de faire un bon match et puis voilà, je crois qu'on a les moyens en tout cas, donc il faut être convaincu de ça. Mais pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la H-Cup, l'ASM va devoir dompter les Tigres anglais de Leicester, champions d'Europe en 2001 et 2002. Une obligation de résultat qui s'est fait ressentir cette semaine à l'entraînement. De la nervosité, l'envie d'y être vite dimanche parce que se jouer ce genre d'enjeu c'est quelque chose d'énorme. Après du stress parce que voilà, on va rencontrer un adversaire encore plus meilleur que Castres ce week-end, bien meilleur que les matchs qu'on a joués depuis avec Clermont cette saison. Donc voilà, on s'attend à un gros match dimanche. Et dimanche, lorsqu'ils fouleront la pelouse du Michelin, Morgan Parra et ses coéquipiers se souviendront peut-être que le 13 décembre 2009, l'ASM avait battu Leicester 40-30 et décroché le point de bonus offensif. Voilà, ASM Leicester, c'est donc dimanche 16h au stade Marcel Michelin. Et si les footballeurs de Chamalières réalisaient un exploit? Demain soir, 20h, le FC Chamalières, modeste club de division d'honneur, accueillera Châteauroux, équipe pro de Ligue 2, et ce pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Si Chamalières l'emportait, ce serait une victoire historique pour le club. Philippe Robert a suivi l'un de leurs derniers entraînements cette semaine. Après 4 années passées au club, l'entraîneur de Chamalières est un homme heureux. Avec son équipe, il va connaître le bonheur de disputer un 8e tour de Coupe de France face à un club professionnel. L'aboutissement de son travail et de celui de ses joueurs. C'est pas une fin en soi. Je crois que quand on est aussi entraîneur, on aime bien, on prépare nos matchs pour les gagner et on prépare celui-là pour le gagner, comme on prépare tous nos matchs pour les gagner. Voilà. Après, on sait très bien que Châteauroux nous est supérieur, que Châteauroux aussi est une équipe pro. Mais bon, voilà, nous, on reste très serein aussi dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on sait faire. Une équipe avec un fort potentiel offensif qui a marqué lors de tous ses matchs. En championnat de division d'honneur où elle occupe la 2e place, les joueurs de Guéanus ont trouvé le chemin défilé à 22 reprises. À eux de poursuivre sur cette voie face à l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 2. On va surtout être bon défensivement et être patient. On sait qu'on aura la chance, j'espère, d'avoir quelques occasions et pourquoi pas d'en mettre une au fond. Des joueurs humbles et confiants à la fois face à une Berrichonne de Châteauroux en plein doute qui l'an passé s'est fait éliminer au même stade de la compétition par une équipe de DH. À Chamalières, de créer une surprise identique. Essayer de les faire douter le plus longtemps possible et si déjà je pense à la mi-temps on est avec un score de parité, peut-être qu'on peut espérer créer l'exploit et pourquoi pas les battre, mais ça reste quand même un travail très difficile. Pour les anciens du club, comme le capitaine, ce match constitue une seconde chance de battre une équipe de Ligue 2. En 2007, Chamalières s'était incliné 5-0 face au Clermont Foot lors du 7e tour au stade Gabriel Montpied. Une pelouse qu'ils vont retrouver à regret. Leur souhait était en effet de pouvoir jouer dans leur bel écrin du Colombier, un stade non homologué pour affronter une Ligue 2. Chamalières-Châteauroux, donc, c'est demain soir 20h au stade Gabriel-Montpied à Clermont. Autre rencontre à suivre demain dans le cadre de ce 8e tour de la Coupe de France. Thiers recevra Fontenay-le-Comte. Le coup d'envoi sera donné à 19h au stade Antonin Chastel.
Pour terminer ce JT, je vous signale la sortie en librairie du dernier numéro de Sancy Magazine, une publication du groupe Centre France, à lire notamment à l'intérieur une enquête sur les micro-organismes qui peuplent le lac Pavin, à découvrir également les coulisses des stations de ski du Sancy. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo, le retour de l'info lundi 12h30 avec le Flash et 18h30 le JT. Très beau week-end à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.